C'est une étrange affaire de disparition inquiétante dont nous allons parler ici. Et les disparitions réputées inquiétantes n'étaient pas l'apanage de notre seule société contemporaine. Celle-ci a eu lieu il y a 100 ans maintenant, aux États-Unis. Mais ces disparitions sont des plus étranges. Avec les quelques éléments réunis, essentiellement extraits d'articles de presse de l'époque et de divers témoignages authentiques, essayons donc de comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, ce samedi après-midi 16 avril 1910, où un jeune garçon d'à peine 9 ans part pêcher et disparaît à jamais. On croit à une affaire isolée. On a tort. Mais le mystère s'épaissira encore lorsqu'un autre garçon disparaîtra lui aussi le même jour et au même endroit, dans des conditions tout aussi inexpliquées. Et les récits postérieurs ne feront qu'opacifier le mystère et ses pendants. Et la mystérieuse disparition-enlèvement d'une jeune fille de 4 ans seulement, des années plus tard, renforcera encore cette thèse. Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Alors je ne vous cache pas que c'est pour 3 disparitions qui sont extrêmement mystérieuses. La disparition d'Edward Adams, Michael Stephen et de Marjorie West. Je ne suis pas sorti indemne de cette vidéo et de cette affaire. Ce samedi ensoleillé est prometteur d'un beau printemps à venir. Le jeune Edward Paul Adams, alors âgé de 9 ans et originaire de la petite bourgade de Lamont, tout près de Kane, en Pennsylvanie, part à la pêche. Il ne réapparaîtra plus, aux grandes dames de ses parents. Nous sommes là, dans le nord-est américain, dans la région des Grands Lacs. Forêts, rivières, plaines se partagent ici le paysage. Il était allé pêcher à environ un demi-mile de son domicile de Lamont, dans les eaux poissonneuses d'un petit ruisseau privé, comme il en avait l'habitude, même sans autorisation, en compagnie de quelques camarades, Arthur Maloney, Arthur Williams et Orville Young. Ce sont là d'innocents jeux de gamins, sans conséquence. Mais ce jour-là, rien décidément ne se passe comme prévu. À un moment donné, les 4 garçons entendent du bruit derrière eux, dans les buissons et les taillis, voient ou devinent un homme, à l'air sauvage, comme une bête, au dire des 2 rescapés. L'homme les suit, les course, jure haut et fort. Au départ, ils le prennent pour le redoutable et sévère garde-chasse local. Mais la piste, une fois vérifiée, s'avérera être fausse. Alors, on s'interroge. Qui donc est cet homme qui terrorise des enfants? Paniqués, terrorisés, même car jamais ils n'avaient encore vécu telle scène, ils prennent leurs jambes à leur cou et s'enfuient dans les bois, abandonnant tout leur matériel. Le groupe, mal organisé, se disperse, chacun courant longtemps à perdre haleine et perdant ainsi la trace de ses camarades. Car il ne faut pas oublier, ce sont des enfants. Imaginez-vous leur peur. Après avoir longtemps crié et sifflé, Arthur Maloney, Arthur William et Orville Young arrivent finalement à se retrouver. Ouf! Mais la surprise est de courte durée, car Edward Paul Adams n'est pas localisé. Il continue à battre les fourrés, les taillis, les sentiers, mais en vain.
Leur camarade Edward a bel et bien disparu. Il faut se résoudre à rentrer et prévenir tout le monde. De retour à la ville de Kane, il donne aussitôt l'alerte et s'en remet aux adultes. Effectivement, une équipe de recherche est immédiatement mise en place et part sur les traces du jeune garçon. Signalons que M. Adams était le contremaître respecté de la United Natural Gas Company, compagnie qui fournira un gros contingent de bénévoles. De nombreuses personnes, qu'on estimera au final à près de 1000, arriveront croyant tout d'abord à un incendie, comme on l'avait annoncé au tout départ. Le lendemain, des gens venus de quelques villes et villages proches viendront même en train pour aider les habitants de Kane, car le sujet mobilise et l'entraide ici n'est pas un vain mot. Pendant des jours et des nuits, les battues s'enchaînent sans relâche. Rien ne fut laissé au hasard. Ruisseaux, lacs, forêts, granges, hameaux isolés, fermes lointaines, gares bien sûr, mais malheureusement le jeune Edward Adams ne fut jamais retrouvé. 13 jours plus tard, une demande de rançon va être retrouvée par le facteur local, Carl T. La demande a été épinglée de façon visible sur un pont en bois de chemin de fer, à l'amont, tout près de la maison des parents du jeune Edward Paul Adams. Le texte disait, je cite, « Je rendrai le garçon pour 10 000 $. Au dos, on pouvait lire « Laissez une récompense ». On a rapidement pensé qu'il s'agissait d'un canular. Le texte paraissant très peu crédible et sans éléments concrets de lieu ou de remise ou de date. On n'en entendra d'ailleurs plus jamais parler. Petit à petit, au fil du temps, la ferveur retombe et, fatalement, avec elle l'espoir. Et malheureusement, la disparition du jeune garçon va s'estomper au fil du temps. On commence malheureusement à se dire qu'on ne reverra plus le jeune garçon. Tout à fait par hasard, le même jour, ce samedi 16 avril 1910 donc, à seulement 20 km de là, un autre garçon, âgé de 7 ans, Michael Stephen, disparaîtra lui aussi, en étant allé pêcher ce matin-là, dans le Windfall Creek. On n'est pas très loin des premiers lieux, car Ludo se situe à peine quelques miles de l'amont. Lui était sans doute en compagnie de son grand-père ou d'un ami, George Jenkovich, au dire de plusieurs villageois. Dans des circonstances troubles, le grand-père ou l'ami George Jenkovich, donc, pêchant dans le même ruisseau et le jeune garçon étant assis sur une bûche derrière lui, vont se perdre de vue. Définitivement, le jeune garçon a disparu. Là aussi, et indépendamment des recherches déjà entreprises à Kane, des recherches intensives vont être entreprises. Là encore, des centaines de personnes ont cherché partout activement. 400 employés de la Curtis Leader Company, société de travail du cuir, où travaillait le père de Stephen, ont été gracieusement libérés pour rechercher le garçon. Le ruisseau a tout de même été remonté loin en amont, bouché puis vidé en vain. Aucune trace du jeune garçon ne sera jamais retrouvée. Seule la rumeur persistante et les échanges entre habitants des différentes villes vont, dans un premier temps, rapprocher les deux affaires. Et faire naître, assez rapidement d'ailleurs, les premiers et terribles soupçons. Notons encore, pour être tout à fait objectif, que sans faire nulle injure à ce pays immense, qui se développe très vite au début du XXe siècle, les administrations locales et fédérales n'étaient pas encore, en 1910, au niveau de compétences et de développement qu'elles connaissent aujourd'hui. On évoquera en premier la situation et la présence à proximité des lieux de disparition d'un jeune homme âgé tout au plus d'une trentaine d'années, dénommé Henry Arosevich.
On le dit de caractère impulsif, même violent, presque dément, qui courait la lande et les bois pendant plusieurs jours de suite, parcourant même des grandes étendues. Un sauvage des bois qui fait peur, diront certaines langues, sans doute mal intentionnées. On dira aussi que plusieurs personnes auraient aperçu un homme ou une bête d'allure sauvage. Avec un cri terrifiant. D'ailleurs, les amis d'Edward Adams le diront aussi. Le dénommé Henri, ce qui semble être certain, c'est qu'il a bel et bien disparu de Corydon, sa ville natale, le même jour que les deux garçons toujours recherchés, et qu'il y serait réapparu 6 jours plus tard. De là à penser qu'il savait quelque chose, il n'y avait qu'un pas. Mais interrogé sur ces disparitions, il dira ne rien savoir, ne pas s'y être intéressé, menant sa vie toujours en dehors de la société, à courir la nature. Le lien avec la disparition des deux garçons ne sera jamais fait de façon formelle. Et ainsi, la rumeur ira bon train. Et avec elle, les plus folles supputations, les histoires les plus incroyables. Vraies ou fausses, nous le saurons jamais. Au fil des années, Edward Adams, le premier disparu, celui qui avait 9 ans en 1910, aurait été aperçu à plusieurs reprises sur le territoire américain. Il aurait été vu un jour dans une roulotte gitane, près de 5 mois après sa disparition. Enlèvement, intégration volontaire de la famille gitane, tout reste possible. On avait aussi promis une récompense de 500 $ à qui apporterait une information fiable et sûre pour le petit Adams, la famille étant plutôt aisée. En fait, elle n'a jamais été attribuée. Pour le petit Michael Stephen, c'est plus dur encore. Les parents, issus d'une lointaine origine hongroise, vivant chichement de leur travail, ne peuvent rien offrir et l'histoire sera vite oubliée. On attribuera même la disparition de Michael pourrait même être due à la Main Noire, une société secrète italienne de rackets d'extorsion de fonds, voire d'enlèvement. Mais là aussi, sauf la rumeur, rien ne viendra sérieusement étayer cette théorie, plus sulfureuse sans doute que concrète. Mais une autre histoire va venir percuter de façon significative la disparition du petit Adams. Pendant le premier conflit mondial, où l'armée américaine était engagée à compter de 1917, à côté des troupes françaises, une jeune infirmière originaire de Butler, petite ville de Pennsylvanie, qui travaillait pour la Croix-Rouge, va rencontrer et soigner dans un hôpital militaire français un jeune homme blessé qui combattait alors dans l'Alliance sous les couleurs italiennes. Interrogé sur son identité et son parcours, il aurait déclaré s'appeler Edward Paul Adams et être originaire de Kane, en Pennsylvanie. Ayant quitté sa maison alors qu'il était très jeune encore, il dit s'être engagé ensuite auprès des forces armées italiennes. D'ailleurs, son frère Homer, âgé lui de 22 ans, servait également alors en France. Mais Edward Paul Adams n'avait pas de frère de cet âge-là. Alors, s'agirait-il du jeune Michael Stephen? Mais là, l'âge ne colle pas vraiment, car il était plus jeune encore. Étant originaire de la région indiquée par le soldat blessé, l'infirmière fait très vite le rapprochement avec cette étrange affaire dont elle avait entendu parler chez elle, avant de traverser l'Atlantique et de servir en Europe. L'infirmière, très surprise par sa rencontre avec Edward P. Adams, écrira à son père pour lui rapporter sa conversation avec le jeune soldat. Edward Adams avait 18 ans à l'époque de sa blessure. L'âge peut donc coller. Des contacts vont être pris avec le gouvernement et on a essayé de réunir les deux jeunes gens. Frères ou pas frères, on ne le sait pas de façon officielle. Mais curieusement, nous n'en saurons pas plus. L'histoire se délite après cela.
Les médias resteront muets, la presse n'en saura jamais plus. Ce sera en fait la dernière mention officielle relative à ce soldat blessé et qui se serait appelé Edward Paul Adams. En apprenant cette possible observation, le père de Michael M. Stephen a également imploré le gouvernement pour vérifier si son fils pouvait être le second soldat. Mais il n'en saura rien non plus. L'un des suspects mentionnés dans la disparition des 2 garçons de la région était le dénommé J. Frank Hickey. C'était un pédophile présumé, même si le mot est plus récent d'utilisation, et un tueur en série craint qui avait commis des crimes horribles pendant près de 30 ans entre 1883 et 1912. Surnommé le tueur aux cartes postales, en raison de son amour pour l'écriture de cartes postales et de lettres envoyées ensuite à la police et aux familles des victimes. Il avait admis avoir tué un jeune garçon en 1902 à New York et un autre garçon en 1911 à Lackawanna, à moins de 2 heures de chemin de l'endroit où les garçons ont disparu. Localisé, cerné puis capturé, il avouera 3 meurtres et de nombreuses agressions sexuelles, toujours sur des enfants. Interrogé sur d'autres meurtres et disparitions de jeunes enfants, au moins une 12aine. Mais il niera cependant toute implication dans ces faits. Alors, de nombreuses questions se posent, questions auxquelles, de nos jours, il serait facile de répondre, plus facilement en tout cas qu'en 1912. La police technique et scientifique n'existait pas et que les policiers rompus aux affaires judiciaires se comptaient sur les doigts d'une seule main. J. Frank Hickey était-il l'homme à l'air sauvage, aperçu par les garçons le jour de leur disparition? J. Frank Hickey a-t-il enlevé les 2 garçons simultanément ou ne s'est-il focalisé que sur l'un d'entre eux? J. Frank Hickey n'avait-il alors jamais été recherché, incarcéré, jugé? L'histoire semble floue à ce sujet. L'homme ayant pérégriné entre Canada et divers États américains. J. Frank Hickey se trouvait-il bien dans la région de Kane ce jour-là? Et pour quelle raison? Nous n'en saurons pas plus malheureusement, et ces questions resteront à jamais sans réponse. Mais quelque chose d'autre allait se produire bien des années plus tard, qui allait rappeler aux membres de la communauté de Pennsylvanie le souvenir de ce jour tragique. Un autre de leurs enfants allait disparaître. C'était le jour de la fête des mères, le dimanche 8 mai 1938. La famille West de Bradford, toujours en Pennsylvanie, était allée à l'église ce matin-là. Ils avaient ensuite parcouru une 20aine de kilomètres pour arriver à une clairière de la forêt d'Allegheny, où ils comptaient passer une agréable après-midi. Notons, et c'est très important, qu'on est tout juste à 30 kilomètres des lieux de disparition des 2 jeunes garçons en 1910. Et que pour un coureur des bois, puisqu'un homme de ce type va apparaître, cette distance n'est pas un obstacle, loin s'en faut. Pendant que M. West, père, allait pêcher dans un ruisseau voisin, Madame West, mère, se reposait dans la voiture familiale. Leurs 2 filles, Dorothea, âgée de 11 ans, et Marjorie, âgée seulement de 4 ans, s'étaient légèrement éloignées dans la prairie pour aller cueillir des fleurs des champs. Le père avait certes prévenu ses 2 jeunes filles de faire très attention au crotale, tapis derrière le gros rocher. Peu de temps après, Dorothea était retournée à la voiture pour donner le bouquet de fleurs à sa mère. Mais, en repartant pour récupérer sa sœur, elle ne la reverra plus. La petite Marjorie avait disparu. Après des recherches familiales vaines, l'alerte sera donnée aux autorités en fin d'après-midi. Une fois de plus, comme si l'histoire se répétait, des recherches vont à nouveau être entreprises et des mineurs vont être mis à contribution. Grâce à leurs lampes frontales, ils parcourront de nuit les chemins, bois, macs, forêts, routes, mais malheureusement sans succès.
Mais à part quelques violettes écrasées près du rocher et une odeur menant vers une route suivie par un chien pisteur, rien d'autre ne viendra étayer cette étrange troisième disparition en Pennsylvanie. On a également signalé une berline Plymouth qui roulait à vive allure dans cette zone à ce moment-là et a même fait sortir un automobiliste de la route. Mais soyons prudents sur ces allégations très difficilement vérifiables. Alors, vrai ou faux, Marjorie West avait-elle été kidnappée ? L'affaire rebondira, elle aussi, et c'est une grande constante dans ces disparitions, lorsqu'en 2010, soit près de 80 ans après les faits, un auteur américain, Harold Thomas Beck, publiera un ouvrage intitulé « À la recherche de Marjorie West ». Si l'histoire était certes fascinante et troublante, les proches de Marjorie sont cependant restés très circonspects. Tout ce que l'auteur disait pouvait être vrai, oui, mais il ne prouvait rien, n'étayait rien. Il racontait simplement une histoire. Et cette histoire dit que lorsque Beck a publié un jour un article sur le cas de la disparition de Marjorie West, il a été mis en contact avec une infirmière qui ressemblait beaucoup à la sœur survivante de Marjorie, Dorothea. Sur son lit de mort, au moment de rendre son dernier souffle, la mère de l'infirmière lui aurait révélé qu'elle n'était pas biologiquement liée à sa propre fille. Selon la mère agonisante, son mari, qui travaillait dans les raffineries de Bradford pendant l'hiver 37-38, aurait, à l'approche du printemps, le jour de la fête des mères en 1938, en roulant vers le sud et traversant la forêt d'Allegheny, renversé accidentellement une petite fille. Il roulait très vite, pressé et en retard sur ses récoltes à sortir. Paniqué, il relève la jeune enfant qu'il croit blessée et se jure de l'amener à un hôpital proche. Notons ici que le mari et sa femme avaient souffert de la perte de leur unique enfant cet hiver-là, après un accouchement difficile, et savaient que sans doute ils n'auraient pas d'autres enfants après cela. Ni une ni deux, le couple se concerte et décide alors de garder la petite fille et de l'élever comme si c'était la leur. Mais la théorie, si elle est intéressante, ne peut pas être étayée davantage par l'auteur. Il n'a en effet ni certificat, ni papier quelconque, ni photographie. Mais il fallait attendre la mort de tous les protagonistes, dont l'infirmière, pour révéler enfin l'affaire, d'où ces délais très longs justifiant une parution seulement en 2010. Ainsi, le mystère de la petite fille et de son histoire sembla disparaître à jamais avec elle. Ces 3 enfants sont toujours portés disparus. Une pensée pour ces petits anges. Mais malheureusement, je pense que jamais on ne saura réellement ce qui s'est passé. C'est la fin de cette bouleversante affaire. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.